Guillaume Deschamps, vous êtes médecin, homéopathe, formateur, vous avez écrit 2 ouvrages, mais surtout vous avez un parcours presque initiatique sur des philosophies orientales. Qu'est-ce que vous en avez retiré de ces enseignements? Alors, mon parcours a commencé avec l'anthroposophie, d'abord. L'anthroposophie, c'est un courant tiré des enseignements orientaux qui était, je dirais, habillé à l'occidental par Rudolf Steiner, qui est un clairvoyant du début du XXe siècle, du XXe siècle. Il est mort vers 1926. Et c'est quelqu'un qui a initialisé un courant de pensée pour retrouver une approche globale holistique, dite holistique, c'est-à-dire intégrant l'homme dans son milieu et dans son univers et dans le temps. Et le courant anthroposophique, il a donné naissance à des courants pédagogiques, pédagogie dite alternative, des écoles Waldorf. Il a donné naissance à l'agriculture biodynamique, il a donné naissance à un courant de médecine dite anthroposophique. Anthroposophique, c'est sagesse de l'homme. C'est venir au-delà du visible, explorer pas seulement la vie émotionnelle, mentale et la vie profane, mais aussi la vie spirituelle. Et en ce sens-là, il traduisait dans le monde occidental des philosophies orientales qui, elles, s'occupent de ça depuis des millénaires. Donc moi, j'ai étudié également, c'est la médecine des chakras, la médecine indienne et tibétaine. Et j'ai cherché à intégrer ça à mon approche énergétique. L'approche énergétique, c'est celle que j'avais en auriculomédecine. C'est-à-dire, on peut tester toutes sortes de choses. On peut poser des questions au corps. Sur un mode informationnel, c'est on pose une question, on écoute la réponse d'époux, on essaye de qualifier la réponse et de la traduire en compréhensible. Compréhensible, pour moi, c'est la physiologie, les organes, l'impact tissulaire éventuel, et d'essayer de comprendre comment on peut ajouter des registres à ceux de l'université. Parce que quand on sort de l'université, comme je l'ai fait, on sort avec une vision morcelée de l'être humain, pas une vision unitaire, en fonctionnement dans son monde. On connaît les organes, aucune étude de la conscience, des états de conscience modifiés, et puis rien sur la psychologie, quasiment rien. 7 heures en 7 années de pratique. Effectivement. Et ça n'a pas beaucoup changé. Un peu léger. Un peu léger. Or, on sait bien pour autant que tous ces états d'âme et les croyances ont un effet sur les hormones, sur la physiologie, les comportements et les liens sociaux. Et bien sûr donc sur les maladies ou la santé, selon la cohérence en fait. Vous avez évoqué Rudolf Steiner, mais est-ce que la science n'a pas un petit peu balayé toutes ces affirmations et est-ce qu'elles sont encore crédibles et encore fiables? Alors, ma question, c'est est-ce que la science est encore crédible et encore fiable quand elle essaye de transposer l'analyse de l'inerte dans le vivant pour exiger des expériences reproductibles tout en sachant que la physique quantique montre d'une manière indubitable que celui qui mesure influence la mesure, qu'il n'y a pas de mesure reproductible et que chaque instant est séparé d'un autre instant par des modifications quantiques qui font que ce n'est pas reproductible. Donc c'est complètement opposé à la science finalement. Eh bien pourtant, les physiciens sont parmi les scientifiques les plus avancés de notre monde. Maintenant, ils incluent la conscience. C'est-à-dire, il se passe chez nous, en France, des physiciens comme Jean-Claude Guillemant, qui est en fait un chargé de recherche à l'INSERM, qui est en train d'introduire la conscience dans les mesures, en disant on a oublié quelque chose d'important quand même. Détail. Un petit détail. Ouais. Et que ce détail a un rôle très important, et lui commence à organiser la conscience dans des mondes hors temps, où il parle de l'âme. Moi, je trouve ça très réjouissant que des physiciens extrêmement sérieux, spécialistes de l'intelligence artificielle, soient capables d'introduire ça dans notre monde scientifique pour dire, bon, écoutez, ça fait longtemps qu'on laisse de côté des concepts, on les a depuis un siècle ou presque, mais on ne les a pas transposés dans l'enseignement des étudiants à l'université et surtout pas dans la médecine. Alors, vous parlez aussi beaucoup de l'homme vibratoire. C'est quoi l'homme vibratoire? Alors, tout vibre. Il n'y a pas de molécule qui n'ait pas de vibration. On sait depuis déjà des dizaines d'années qu'en fait les molécules de notre corps ne sont pas que des choses inertes,
elles sont associées à des fréquences et de temps en temps, ou très souvent, elles se comportent comme des ondes. Donc littéralement, l'ensemble de notre corps, notre ADN, se comporte comme une onde. Et la multiplicité des opérations qui se font à chaque seconde, il y en a des millions et des millions, ne peuvent pas être expliquées par la chimie et la lenteur de la transmission des informations. Elles peuvent l'être que par la physique. Et on sait que l'eau est un monde quantique. On est fait de 70% d'eau. On sait que nos molécules vibrent continuellement en rapport avec ce champ quantique. Et c'est difficile de ne pas rentrer dans une approche qui ne soit pas une approche incluant la conscience dans un monde informationnel qui est connecté à l'univers tout entier. Et sous cet angle-là, on ne peut l'approcher que par la résonance, pas par l'intellect. Il faut donc apprendre à sentir, poser des questions, écouter des réponses, comme on le fait avec des appareillages quand on fait un IRM, une échographie, une radio. On envoie juste un faisceau d'ondes sur une cible, on écoute le retour, c'est littéralement l'interprétation du retour par un système informatique, qui nous donne la traduction du signal. Mais on est déjà dans une médecine vibratoire. Mais on ne veut pas le faire sous d'autres plans, on le fait sur l'imagerie. Donc c'est ce en quoi un événement peut influencer et même provoquer une maladie, selon vous? N'importe quel événement est capable de modifier notre équilibre. Après, c'est la cohérence du milieu et tout particulièrement celle de la conscience qui fait que l'état d'ordre qui vit à l'intérieur de nous est maintenu avec une plasticité particulière où il va perdre sa plasticité fixée du fait du type d'information qu'il ne peut pas traiter. C'est valable pour une émotion violente, un deuil, un accident, etc. Dans L'homme vibratoire, vous faisiez référence au docteur Léonard Horowitz. Oui. Et sa théorie soutenant la création de laboratoires de certains virus. Est-ce que vous êtes toujours en cohérence avec cela? Est-ce que vous pensez toujours qu'il y a... Est-ce que c'est complotiste ou pas? Voilà, les théories de complot. Mais qu'est-ce que vous en pensez? J'ai du mal à croire qu'il n'y a que des ignorants dans ce monde. Et que... on consacre trop d'argent, non pas au bien-être des gens alors qu'on a les moyens de le faire. Donc peut-être il y a effectivement des gens qui sont capables de créer des chimères et des horreurs en laboratoire et qui ont l'intention de s'en servir sur un mode militaire, peut-être. Je n'ai pas trop envie d'y accorder de crédit ni d'importance. Je crois que toute l'intelligence qu'on a, on est dans un moment de l'histoire de l'humanité, on a des décisions à prendre extrêmement rapides. Parce que la perspective qu'on a devant nous est très courte, à peine 20 ans. Et on a les moyens de faire mieux et vite, parce que l'intelligence qu'on a, si on la met à disposition en fait, de la vie et de la nature, ça nous permettra en fait, de sortir de cet état de crise avec voilà, le plus de légèreté possible. Et cultiver les peurs, alimenter les théories de complot, ça n'aide pas. Demain, votre pratique, c'est quoi? Demain, vos recherches, quelles seront-elles? Vers quoi vous tendez? Je me consacre à l'eau. Je suis à la retraite depuis 2 ans, je garde un peu d'activité. Ça n'a pas de sens. Oui, mais être retraité, ça ne veut pas dire être en retrait. Ça, c'est sûr, heureusement. Et je suis complètement impliqué dans ma vie et dans ma relation avec le monde, parce que voilà, si je viens faire des conférences ici, c'est pour parler de l'eau et répéter les propos que je peux tenir, qui peuvent des fois désorienter ou surprendre, c'est parce que je sais par expérience qu'on peut changer en un clin d'œil. Et je montre avec des images qu'un verre d'eau structuré est capable de nous modifier d'une manière radicale. Ça veut dire c'est même pas coûteux, c'est même pas si difficile à faire, pour peu qu'on rentre dans un autre paradigme et qu'on commence à considérer que c'est la fréquence, l'information et donc la lumière qui est importante, pas la matière et la masse. C'est un changement de monde et on est prêt à ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette direction. Justement, vous parlez de coût. J'imagine que c'est un coût énergétique, mais pas un coût financier. Mais pas un coût financier, c'est justement ça le problème. Ouais, il n'y a pas d'intérêt financier. Ça, on va perdre beaucoup d'argent. Certains vont perdre beaucoup d'argent à ce passage. C'est un problème, mais ça reste quand même très très positif comme message. Oui, parce que ça peut être mis à disposition des gens pour un coût vraiment modique. Guy Landechamps, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous.